Rousseau a beaucoup influencé Hegel. Hegel a été un grand lecteur de Rousseau. Il a passé une partie de sa jeunesse à lire Rousseau. Il avait une grande admiration pour la France, pour la Révolution française. Et donc, on va voir maintenant ce que Hegel a pu tirer de certaines idées de Rousseau. Et puis, on se retrouvera le 28 pour une dernière agora sur Jean-Paul Sartre. Voilà. Je le disais ce matin dans une interview à l'Essentiel Toulon, que vous connaissez peut-être, qui envoie des schémas intéressants, des annonces intéressantes sur Internet, que je ne suis pas un grand fan de Jean-Paul Sartre, mais je vous promets de faire de gros efforts et vous ne vous apercevrez pas nécessairement de la petite inimitié que j'entretiens avec ce philosophe. Donc, je m'identifierai à lui quand même, et puis dans le débat je reprendrai peut-être un petit peu mon esprit critique. Bon, mais je crois qu'on va démarrer. Vous êtes à l'heure, vous êtes magnifique. Comme me disait, on n'a pas de chance. L'autre fois, c'était le soleil écrasant. Aujourd'hui, le vent. Bon, mais c'est pas très grave. Vous avez affronté ces conditions météorologiques et je vous en remercie vivement. Donc, comme la dernière fois, on reprend notre façon de faire d'il y a 2 ans. Je vais m'identifier à Hegel dans un premier temps. Donc ma comparse Valérie va me traiter comme si j'étais le grand Hegel. Je me sens tout intimidé à cette idée. Non, pas tant que ça en réalité. Donc Valérie va m'interroger pendant 1 heure environ. On va essayer d'avoir toujours la même perspective, de se demander en quoi un philosophe tel que Hegel, on a posé la même question pour Rousseau et pour tous les autres, avec ma conviction depuis toujours que les grands philosophes nous éclairent aujourd'hui. Comme je le répète souvent, il y a 2 approches de la philosophie. Il y a l'histoire de la philosophie, elle est très respectable. On se demande qu'est-ce qui se passait à l'époque, qui a influencé qui, quels sont les savants, les artistes qui étaient les contemporains des philosophes. C'est passionnant, mais ce n'est pas du tout mon optique. Je n'ai jamais été historien de la philosophie, ça ne m'intéresse pas et j'ai le droit de dire que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les contenus que j'appelle intemporels de la philosophie. Dans toutes les grandes philosophies, vous avez des contenus datés, liés à l'époque dans laquelle a vécu le philosophe, et puis vous avez ce que j'appelle des contenus intemporels, je ne dirais pas éternels. Rien n'est éternel. C'est pas Nietzschéen que je suis qui veut parler d'éternité, encore que. Mais des contenus intemporels, c'est-à-dire que ces grands philosophes, ils sont d'une certaine manière, ils ont transcendé leur époque. Ils ont une vision qui dépasse très largement leur temps et ils nous éclairent aujourd'hui encore, mieux peut-être que certains journalistes ou certains essayistes. Ils sont des lumières extraordinaires pour se situer dans une époque un peu complexe, un peu confuse, qui est celle dans laquelle nous vivons, et ce sera particulièrement le cas aujourd'hui avec Hegel et avec un sens éventuel de l'histoire auquel on croit moins. Un sens auquel on croit moins, on y a cru, on n'y a plus cru, on y a recru. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Voilà, donc à partir de cet instant, je cesse d'être Philippe Granarolo, je deviens Hegel et je réponds à toutes les interrogations de mon amie Valérie. C'est à toi. Eh bien écoutez, à mon tour de vous remercier pour cette 2e agora. Donc, comme ça a été annoncé, Hegel... né le 27 août 1770 à Stuttgart, donc en Allemagne, d'une famille protestante, comme c'était souvent d'ailleurs le cas à cette époque. Son père est fonctionnaire à la Cour des comptes, et sa mère est issue d'une famille cultivée de juristes, et participe notamment à son éducation, et chose assez rare d'ailleurs pour l'époque, pas qu'elle participe, mais surtout qu'elle l'enseigne en tant que femme et que mère, donc... Hegel. Elle le fait même aussi bien qu'à l'âge de 5 ans, il est capable de connaître les déclinaisons en latin. Malheureusement, il perd sa maman à l'âge de 11 ans. Pendant ses études, avec quelques camarades, il manifeste un profond désaccord avec les règles de l'établissement. Établissement d'ailleurs qui possédait une prison pour les élèves un petit peu récalcitrants. Alors, c'est un peu étonnant, mais surtout... on peut se poser la question, une prison dans une école, surtout que la seule école que je connaisse qui est des barreaux, c'est l'école des avocats.
C'est pour le jeu de mots. Elle était C'est facile, je le vous l'accorde, premier, mais on démarre. Vous aurez pire dans la suite. Voilà, Benjamin, si tu nous entends. Hegel décède le 14 novembre 1831. Il meurt d'une épidémie de choléra. Et comme aurait dit Dracula, pas de veine. Je poursuis donc sur la première question. Si vous voulez. Je vais devenir un peu plus Poursuivez, chère sérieuse. Valérie. Hegel vous pardonne. Merci beaucoup. Il va falloir me pardonner souvent, je pense. Pour commencer nos échanges, donc professeur Hegel, j'aimerais vérifier avec vous une anecdote, parmi tant d'autres, mais celle-là en particulier, qu'on trouve dans tous les ouvrages, qui évoque votre philosophie. Vous auriez vu, chanceux, Napoléon passer sous vos fenêtres à Iéna en 1806. Qu'en est-il exactement? Alors, vous êtes très bien informé. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Un an auparavant, c'était en 1807, j'ai publié plutôt un premier ouvrage qui a marqué toute l'histoire de la philosophie, je dis ça en toute modestie, mais c'est peut-être ce que j'ai écrit de mieux dans ma vie, la phénoménologie de l'esprit. J'avais 37 ans et c'est un ouvrage à part dans ma bibliographie, nous en reparlerons. Un an auparavant, donc c'était en 1806 exactement, effectivement, à Iéna, j'achevais ce livre, j'étais en train de rédiger les dernières lignes de la phénoménologie de l'esprit. Et j'ai écrit à mon ami Niethammer, qui m'a beaucoup aidé, qui a été mon éditeur à un moment donné, que j'avais vu Napoléon passer sous mes fenêtres. Je cite un extrait de cette lettre à Niethammer. « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » Ces phrases traversaient les décennies et effectivement cette vision de Napoléon m'a marqué et elle m'a marqué pour des raisons que vous allez comprendre au fur et à mesure de cet échange avec Valérie. Donc mes commentateurs ont eu raison d'attribuer de l'importance à ce moment. Âme du monde, et j'écris, âme du monde, qui concentre donc ce que j'ai appelé dans mon livre La phénoménologie de l'esprit, l'esprit du monde, le Weltgeist en allemand, ou parfois l'esprit universel. J'ai mieux compris ce jour-là, en voyant Napoléon sous ma fenêtre, ce que j'avais développé en fait tout au long de ma phénoménologie de l'esprit. Qu'avais-je compris dans ce livre? Eh bien, par l'intermédiaire de grands individus au cours de l'histoire, de grands hommes, j'ai employé cette expression assez souvent, par l'intermédiaire de l'individu Napoléon, l'esprit avec un grand E, l'esprit du monde, se développe, l'histoire avance. Elle avance vers sa destination. Quelle est la destination de l'histoire? Nous allons en parler largement. C'est la connaissance de soi et par soi de cet esprit avec un grand E qui représente la totalité de l'univers. Alors vous l'avez peut-être remarqué si vous avez parcouru la bibliographie, je sais que vous êtes curieux avant de venir à ces agoras et vous avez raison, vous avez peut-être remarqué que les titres de tous mes livres sont parfaitement symétriques. Aucun auteur n'a écrit d'ouvrage au titre autant symétrique. Les titres de mes livres sont construits sur ce que les grammairiens appellent un double génitif. Je vais m'expliquer. Ce double génitif, il repose sur l'idée qui est centrale dans ma philosophie, dans ma métaphysique, je vais employer ce terme, que l'esprit, avec un grand E, n'a pas d'extérieur. L'esprit, c'est le tout. L'esprit, c'est l'infini. L'esprit, c'est l'absolu. Et il ne saurait y avoir quelque chose d'extérieur à l'infini. S'il y avait quelque chose d'extérieur à l'infini, M. de la Palisse l'aurait dit mieux que moi, l'infini serait fini. L'infini ne peut pas avoir d'extérieur. Spinoza l'avait magnifiquement dit, et c'est un philosophe qui m'a inspiré. Donc ce titre, Phénoménologie de l'esprit, peut se lire de deux façons. Soit comme un génitif qu'on appelle objectif. Ça veut dire quoi un génitif? Objectif, phénoménologie de l'esprit. Moi, Hegel, je phénoménologise quoi? L'esprit. Phénoménologie au sens étymologique, c'est ce sens que j'utilise, ça signifie logie, la science, phénoménon, l'apparence. C'est la science de l'apparition de l'esprit. Donc je suis un philosophe qui regarde
en face de lui et en dehors de lui quelque chose qui s'appelle l'esprit. Donc il y a cette extériorité. Et j'essaye de décrire les manifestations très concrètes. Pour moi, rien n'est plus concret que l'esprit. On parlera peut-être de Marx tout à l'heure, qui m'a fait un très mauvais reproche. L'esprit, c'est le concret par excellence. L'esprit, ce sont les pyramides d'Égypte, le Parthénon d'Athènes, le Colisée de Rome, les écrits des philosophes, les constitutions des pays, c'est cela l'esprit. Sur cette table, il n'y a que de l'esprit. Cette nappe, je vais faire un grand plaisir à mon épouse en le disant, c'est de l'esprit. C'est de l'esprit puisqu'elle est produite par les hommes et l'intelligence des hommes et le savoir-faire des hommes. Ces livres sont de l'esprit, ces lunettes que je porte sont de l'esprit. Tout est esprit puisqu'il n'y a rien en dehors de l'esprit. Donc génitif, objectif. Moi, Hegel, je regarde en face de moi et en dehors de moi quelque chose qui est l'esprit du monde dans son mouvement historique. Mais en fait, ce génitif objectif est très illusoire par rapport à ce que je disais à l'instant, puisque l'esprit n'a pas d'extérieur. Qui contemple en réalité cet esprit qui se déploie dans le temps, dans l'histoire? Qui est celui qui regarde? Quel est le regardant? Quel est le regardé? Qui contemple l'esprit? L'esprit. C'est l'esprit lui-même qui se contemple dans son mouvement historique. Si j'avais été un peu moins timide, particulièrement timide, mais un peu quand même, si j'avais été moins timide, j'aurais pu écrire sur la couverture de mon livre « Phénoménologie de l'esprit » et mettre comme nom d'auteur « l'esprit ». Phénoménologie de l'esprit, qui écrit la phénoménologie de l'esprit? C'est l'esprit. Alors on m'aurait pris pour un fou, pour un mégalo, j'ai pas osé faire ça. Mais c'était ma conviction profonde que c'est pas moi Hegel qui pratiquait cette phénoménologie de l'esprit, c'est l'esprit lui-même qui se regardait et qui essayait de se comprendre. Alors ce double génitif, pour employer le langage des grammairiens, il sera constant dans le titre de tous mes ouvrages. Tous mes ouvrages ont des titres équivalents sur ce plan-là. Mes ouvrages s'appelleront Philosophie de l'histoire, même constat. C'est quoi la philosophie de l'histoire? Ce sont des philosophes qui regardent quoi? L'histoire. Mais ces philosophes qui regardent l'histoire, ils ne sont pas du tout en dehors de l'histoire. Ce ne sont pas des dieux éternels. Ce sont des humains dont les cerveaux ont été façonnés par l'histoire elle-même. Donc, ce génitif objectif est faux. Le vrai sens est un génitif subjectif. Philosophie de l'histoire, c'est l'histoire qui avance de telle façon qu'au fur et à mesure qu'elle avance, elle devient plus transparente, plus claire, et que l'esprit commence à comprendre ce qui se passe à travers ce mouvement historique. Philosophie du droit, ben même chose. C'est pas le philosophe qui regarde en dehors de lui le droit, c'est le droit qui avance dans l'histoire à travers les constitutions, les législations, la transformation des sociétés au fur et à mesure du temps, et donc c'est le droit qui se comprend lui-même dans son avancée historique. Philosophie de la religion, on en reparlera, Valérie, parce que c'est très important, bien entendu, pour moi, et pour tous ceux qui me lisent, même chose. C'est pas un philosophe qui regarde quelque chose qui lui est extérieur, qui est la religion, c'est la religion qui évolue du polythéisme au monothéisme et au diéthéisme, à travers toutes sortes d'évolutions historiques que j'ai décrites dans mon œuvre, et c'est cette religion qui petit à petit se comprend elle-même à travers son mouvement. Alors, vous devez savoir, je n'ai pas le temps de développer ça maintenant, qu'il y a un petit piège, c'est-à-dire que ce mot phénoménologie, que j'ai utilisé au sens étymologique, étude de l'apparition de la manifestation de. Il a pris au XXe siècle un nouveau sens, avec un philosophe allemand très important qui s'appelle Husserl, qui a influencé Sartre, Merleau-Ponty et beaucoup d'autres, Heidegger. Donc phénoménologie a pris un sens très très différent au XXe siècle. On en parlera peut-être dans le débat tout à l'heure si ça vous intéresse. Je n'ai pas l'intention d'en parler plus que ça. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas du tout le sens que ce mot a dans mon titre Phénoménologie de l'esprit. Voilà donc ces premières remarques, Valérie, qui pourraient vous éclairer déjà un petit peu sur le sens de ma philosophie. Alors, d'après ce que vous venez d'expliquer, en tout cas dans un premier temps, le double génitif donc, que vous venez de mettre en exergue est la clé qui ouvre la compréhension de ce que vous dénommez la dialectique. Certes. Cependant, de quoi s'agit-il exactement? C'est tout à fait ça, Valérie. Je sens que vous allez être brillante ce soir. Qu'est-ce que la dialectique? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce terme
J'aurais pu en choisir un autre. Pourquoi ai-je choisi ce mot dialectique, que je n'ai pas inventé du tout, pour désigner le mouvement de la réalité? Dialectique, c'est un mot qui nous vient de Platon et de la philosophie grecque. Dia, logos, à travers la parole. La dialectique, c'est l'art du dialogue. C'est l'art que Platon aurait découvert en écoutant son maître Socrate discuter avec les uns et les autres sur l'agora d'Athènes. Que se passe-t-il dans un dialogue platonicien ou socratique? Ben, on avance comment? À coup de contradictions successives. L'un des interlocuteurs pose une thèse, l'autre va réfuter cette thèse et proposer une thèse différente qui va être réfutée par le premier interlocuteur. Et de contradiction en contradiction, de réfutation en réfutation, on finit à la fin par entrevoir ce qui pourrait être la vérité qui nous met d'accord. Donc on avance à coup de contradiction vers une solution finale qui n'est pas toujours présente dans les premiers dialogues de Platon. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Platon? L'opposition entre les thèses ne se situe pas dans la réalité, elle se situe dans le discours qui parle de la réalité. La dialectique, c'est l'art du discours dans le discours. Mon idée a été la suivante. J'ai eu l'impression que Platon s'était, je ne dirais pas trompé, ce serait scandaleux par rapport à cet immense philosophe, mais n'a pas osé aller jusqu'au bout de sa propre démarche. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé le mécanisme dialectique, ce mécanisme qui, de contradiction en contradiction, avance vers une vérité. J'ai installé ce mécanisme dans la réalité elle-même. La dialectique, ça n'est plus l'art du dialogue, c'est le mouvement de la réalité. Et si Platon est un philosophe un peu exceptionnel, c'est parce que précisément, il a traduit dans les mots de ses œuvres, dans les mots de ses dialogues, le processus même de la réalité. Alors, j'aurai de nombreux héritiers, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat. Le plus célèbre d'entre eux, heureusement ou malheureusement, s'appelle Karl Marx. Karl Marx a prétendu remettre ma dialectique sur ses pieds, ce qui est évidemment très, très offensant pour moi. Pour Marx, je marche sur la tête. J'ai jamais eu l'impression de marcher de cette façon-là, mais c'est l'affirmation de Karl Marx. Marx va substituer à ma dialectique, qu'il qualifie d'idéaliste, ce qui est mon erreur, une dialectique matérialiste, le matérialisme dialectique. On pourra en dire quelques mots tout à l'heure si ça vous intéresse. Ce matérialisme dialectique que les communistes soviétiques appelaient le diamat. Et le diamat, c'était la Bible du communisme soviétique, c'était le mécanisme de la réalité qu'il fallait comprendre pour créer dans le monde la société parfaite, la société sans classe. Alors en France, vous avez, c'est tout à l'honneur de votre pays, vous avez un enseignement de la philosophie dans les lycées. C'est très rare dans le monde. Il y a très, très peu de pays qui ont un enseignement de la philosophie avant l'université. Et en France, tous les professeurs de philosophie, je l'ai vérifié en dialoguant avant cette soirée avec l'organisateur Philippe Bernard-Rollon, tous les professeurs de philosophie enseignent à leurs élèves une triade. Je vais rappeler peut-être des souvenirs chers à certains d'entre vous. La triade, thèse, antithèse, synthèse. Vous avez tous rencontré cette triade. C'est la Bible de la dissertation. Une bonne dissertation, pour avoir 18 au baccalauréat, doit être construite suivant la forme thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire une question est posée, l'étudiant répond, l'élève, le lycéen, le candidat au baccalauréat répond en développant une thèse, qui est une première réponse à cette question, c'est la thèse. Puis dans une deuxième partie, il développe l'antithèse, il va montrer que cette thèse est fragile, qu'elle est contestable, et il va opposer à cette première thèse son contraire d'une certaine manière, ou son contradictoire, l'antithèse. Et puis dans une troisième partie, il va renvoyer dos à dos la thèse et l'antithèse en montrant qu'elles sont toutes les deux insuffisantes, et il va les réunir dans une sorte de bouquet final. Ça ressemble un peu à un feu d'artifice, une belle dissertation, hein, et il va réunir la thèse et l'antithèse en les dépassant toutes les deux dans une troisième partie.
Alors cette formule thèse, antithèse, synthèse, elle est un peu caricaturale, c'est vrai. Certains la reprochent aux professeurs de philosophie qui l'utilisent, mais elle ne trahit pas ma philosophie. Elle est fidèle quand même à l'esprit même de ma philosophie. Et pour vous le démontrer, je vais vous lire quelques petites phrases, elles ne sont pas nombreuses, tirées de la phénoménologie de l'esprit et de ma science de la logique. Je commence par la phénoménologie de l'esprit. Le bouton disparaît dans l'éclatement de la floraison. On pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur. À l'apparition du fruit également, la fleur est dénoncée comme une fausse manifestation de la plante et le fruit s'introduit à la place de la fleur comme sa vérité. Ces formes ne sont pas seulement distinctes, chacune refoule l'autre. Elles sont des moments de l'unité organique. Je reviendrai dans un instant sur bouton, fleur, fruit. Et puis dans la science de la logique, on a ces phrases: la contradiction est la racine de tout mouvement et de toute manifestation vitale. Cette autre phrase: une chose n'est vivante que pour autant qu'elle renferme une contradiction et qu'elle possède la force de l'embrasser et de la soutenir. Et enfin, cette petite trouvaille qui m'a réjoui à un moment donné dans ma vie, je me suis aperçu que le verbe allemand aufheben a deux sens contradictoires précisément. Aufheben signifie à la fois en allemand supprimer et conserver. Et j'ai été profondément réjoui de cette découverte parce que c'est exactement ce que je prétends. La synthèse conserve et supprime en même temps les éléments précédents. Donc quand le bouton devient fleur, le bouton a disparu. Mais il se développe dans la fleur. La fleur, c'est le bouton devenu fleur, et puis la fleur devient fruit, et la fleur disparaît pour laisser la place au fruit, et le fruit, c'est le devenir de la fleur. Et si on se demande, mais où est donc la vraie plante? On verra qu'il y a trois réponses possibles au moins. On va dire peut-être la vraie plante, c'est le bouton, puisque dans le bouton, tout est déjà là. Un peu comme certains astrophysiciens vous disent, dans le Big Bang, il y avait déjà tous les éléments de l'univers, donc l'univers entier est déjà là à l'instant du Big Bang. Donc la vraie plante, ce serait le bouton, puisque tout le reste, c'est le développement du bouton. Un autre pourra vous dire, mais non, la vraie plante, c'est la fleur. Parce que la fleur, c'est ce sans quoi l'arbre ne porterait pas de fruits, ce sans quoi l'arbre ne pourrait pas se reproduire en semant des graines. Et donc la fleur est le vrai moment de la plante. Et puis un autre vous dira encore, mais non, c'est le fruit. Le fruit, c'est l'aboutissement de ce mouvement. Le fruit, c'est ce qui permet à la plante ou à l'arbre de se reproduire. Et puis il y a une quatrième réponse qui est la mienne. Où est la vraie plante? La vraie plante, c'est bouton, fleur, fruit. La vraie plante, c'est le mouvement qui va du bouton à la fleur et de la fleur au fruit et qui se reproduit éternellement. Et j'ai fait remarquer dans toutes mes œuvres que je serais très, très critiqué aujourd'hui par ce que je dis. J'ai pas un immense respect pour ce qu'on appelle parfois la nature. Je sais qu'aujourd'hui vous aimez beaucoup la nature, vous avez peut-être raison, mais moi je dis que la nature est un peu faible. La nature n'est capable que de se reproduire à l'identique, elle tourne en rond. Bouton, fleur, fruit, et puis après, qu'est-ce qu'on a après bouton, fleur, fruit? Eh bien on a bouton, fleur, fruit. Et après bouton, fleur, fruit, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a bouton, fleur, fruit. Ça tourne en rond. La nature tourne en rond. Et c'est avec la vie, et surtout avec les hommes, qu'on sort de cette circularité, parce que bouton, fleur, fruit, mais le fruit devient un bouton qui donne naissance à une nouvelle triade, et le mouvement se poursuit en progressant indéfiniment. J'ai repris l'idée de Rousseau, dont nous avons parlé il y a 15 jours, la perfectibilité. C'est avec l'esprit et avec l'homme que la perfectibilité surgit. Donc voilà un petit peu les idées que je voulais semer en début de parcours pour commencer à vous familiariser avec ma pensée. Mais je sais, Valérie, que vous avez d'autres questions fondamentales à me poser. Et peut-être sans jeu de mots, parce qu'on n'est pas obligé de faire des jeux de mots. Non, et puis il faut que ça vienne comme ça, c'est naturellement. Tout à fait. Donc, très grand Engel, il y a quand même une question que je souhaite vous poser. Alors, ne vous vexez pas, hein, mais... Non, je suis invexable. Parfait, ça tombe très bien, vu ce qui va venir. Ma question est la suivante.
par rapport à, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs des philosophes, mais par rapport à d'autres que nous avons reçus à la Garde, belle municipalité qui œuvre pour la culture, philosophique notamment, vous avez souligné il y a quelques instants qu'en France, nous avions la chance d'enseigner la philosophie, j'allais dire très tôt. Non, tôt, on va dire peut-être, par rapport à d'autres nations. Cependant, j'ai remarqué que vous étiez moins, si je peux me permettre un peu, le terme n'est pas forcément vulgaire, ce que je veux dire, moins populaire auprès du public, par exemple, que d'autres philosophes qui sont plus connus. Nous avons reçu il y a peu Jean-Jacques Rousseau, qui est une plus grande renommée, si je puis dire. Alors que vous avez été un génial professeur et un prodigieux encyclopédiste, d'une part, au moins autant qu'un grand physicien. Sans vouloir en faire trop, bien sûr. Parlez-nous donc un peu de professeur Hegel, si je peux me permettre. J'espère ne pas vous avoir vexé, surtout. Non, en aucune façon. Alors c'est difficile de parler de soi, mais je vais tenter de le faire quand même. Demander de parler du professeur Hegel. Effectivement, j'ai été, ça a été une part essentielle de ma vie, j'ai été professeur, j'ai été d'abord précepteur, c'était le métier que pratiquaient les étudiants un petit peu fauchés, dont je faisais partie. Donc j'étais précepteur dans de grandes familles, en Suisse, en Allemagne. Et puis petit à petit, j'ai pu obtenir quelques postes universitaires à Jena, à Tübingen, et puis enfin à Berlin, qui a été le couronnement de ma carrière. En réalité, si on regarde les choses, j'ai publié très peu d'ouvrages dans ma vie. Je suis sans doute le philosophe qui a publié le plus petit nombre d'ouvrages. L'essentiel de ce qu'on a gardé de moi, ce sont mes cours universitaires, qui étaient pieusement transcrits par mes étudiants, qui prenaient des notes admirablement, et je leur voue une reconnaissance éternelle pour ça. Et donc ces cours ont été publiés après ma mort, en compilant les notes de mes étudiants. Et ces cours, ils donnent en même temps une idée de l'encyclopédiste que j'ai été. J'ai une grande admiration pour le XVIIIe siècle, pour le XVIIIe siècle français en particulier, et pour l'encyclopédie, bien entendu. Donc j'ai été, je crois pouvoir le dire, sans forfanterie, un encyclopédiste. Rien ne m'a vraiment échappé. Alors ces cours tels qu'ils sont publiés aujourd'hui, ils portent sur l'histoire, la raison dans l'histoire, les leçons sur la philosophie de l'histoire, ils portent sur la religion, leçons sur la philosophie de la religion, ils portent sur la philosophie elle-même, leçons sur l'histoire de la philosophie, précis de l'encyclopédie des sciences philosophiques, ils portent sur le droit, les principes de la philosophie du droit, c'est mon dernier livre en 1824, ils portent sur l'art, leçons sur l'esthétique, je sais que nous allons en parler, Valérie, nous en avons discuté en préparant cette soirée. Ce qui est original, en dehors du fait que je suis peut-être le plus grand encyclopédiste du début du XIXe siècle, là encore, je dis ça en toute modestie, ce qui est peut-être plus original, c'est que contrairement à mes contemporains, dans tous ces cours sur la religion, la philosophie, l'art, je ne me contente pas, comme ils l'ont tous fait, de décrire l'évolution de la culture à partir de la civilisation gréco-romaine. Je pars de l'Orient, je parle de la Chine et de l'Inde, je parle de l'Égypte, j'évoque la culture africaine, donc j'ai une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, et on dirait aujourd'hui peut-être moins européocentrique, même si on me reproche mon européocentrisme, on en reparlera peut-être, que mes contemporains. Alors je vous propose, chère Valérie, de reprendre l'un après l'autre, ces différents domaines, de façon plus ou moins approfondie, pour comprendre quel est le fond, l'originalité de ma philosophie. Proposition que j'accepte bien. Merci, chère Valérie, je n'en attendais pas moins de vous. Donc le point de départ le plus pédagogique me paraît être votre esthétique. Dans votre esthétique, vous décrivez le mouvement qui va de l'art à la religion, d'une part, puis de la religion à la philosophie, autrement dit la science. Car pour vous, la philosophie est à la fois l'ensemble des connaissances et le couronnement, mais vraiment de la connaissance. Est-ce bien ça? C'est tout à fait ça, Valérie. Je vous complimente une fois encore. L'histoire de la civilisation, j'ai commencé à vous le faire entrevoir tout à l'heure, c'est pour moi l'histoire de la façon dont les hommes ont compris, peu à peu, à travers le temps, à travers les millénaires, l'esprit, avec un grand E, dont ils étaient porteurs. Et j'ai noté effectivement ces trois grandes étapes que je vais vous présenter rapidement.
L'étape numéro 1, c'est l'art. Les hommes ont senti, depuis qu'ils sont apparus, depuis la plus lointaine préhistoire, ils ont senti qu'ils portaient en eux quelque chose d'exceptionnel, qu'ils portaient en eux l'infini, qu'ils portaient en eux l'absolu, qu'ils portaient en eux une sorte de dimension extraordinaire qui les différenciait de tous les autres livres. Et quand il fait, ces hommes, au départ, et bien cet infini, cet absolu qu'ils ressentaient en eux, ils ont d'abord essayé de le rendre visible, ce qui est à la fois naturel et contradictoire. Ma certitude constante, même si je ne l'ai pas peut-être suffisamment formulée dans mes œuvres, c'est que l'évolution individuelle et l'évolution collective sont absolument analogues, sont absolument symétriques. L'enfant reproduit en vitesse accélérée. Un enfant arrive au monde à l'état zéro de la connaissance et de la culture. Donc il faut qu'en 15 ou 20 ans, il parcourt toutes les étapes que l'humanité a mis des millions d'années à parcourir. L'évolution d'un enfant, c'est la reproduction en accéléré, comme un film en accéléré, de toutes les étapes que l'homme a parcourues. Or, que fait l'enfant dès son plus jeune âge? Il dessine. Il dessine. Tout le monde sait que si on met une feuille et un crayon entre les mains d'un enfant, il va se mettre à dessiner. Il n'y a pas d'enfant qui ne se met pas à dessiner. Eh bien, les premiers hommes ont agi de cette façon-là, un peu comme des enfants. Ils ont cherché à représenter cet absolu, cet infini, et pour dire les choses peut-être plus simplement, ils ont cherché à représenter les dieux, qui étaient les symboles de cet infini et de cet absolu. Ils ont essayé de donner une forme visible à l'infini, ce qui est évidemment contradictoire. Mais ils ont mis du temps à s'en rendre compte. Ils ont cherché à donner une forme visible à cette toute-puissance qu'ils ressentaient et qu'ils croyaient percevoir en dehors d'eux alors qu'elle leur était intérieure. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont donné d'abord à leur Dieu, comme chacun sait, une forme zoomorphe, animale. Puis ils ont fini par se donner des représentations anthropomorphes, importance capitale de la civilisation grecque, qui pour moi est un moment clé de l'histoire de l'humanité. Le sphinx égyptien, il a un corps animal et une tête humaine. Il est moitié animal, moitié humain. Les dieux de l'Olympe, ils ont un corps humain et une tête humaine. Ils sont totalement humains. Alors j'ai surpris mes lecteurs en disant quelquefois que l'art était mort. Et on me l'a beaucoup reproché, mais je crois que j'étais mal compris à ce sujet. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par cette formule un peu provocatrice? Je le reconnais volontiers. J'ai voulu dire la chose suivante. L'art qui a été au départ le moyen pour les hommes de comprendre l'esprit qui était en eux, en essayant de le représenter, de le dessiner, de le porter en dehors d'eux-mêmes, eh bien, cet art, il a cessé d'être aujourd'hui un moyen de connaissance, parce qu'après l'art, il y a eu la religion, nous allons en parler, Valérie, et qu'après la religion, il y a eu la science et la philosophie. L'art a cessé, selon moi, et j'attends qu'on me contredise sur ce point, j'ai pu me tromper, l'art a cessé d'être pour nous un moyen de connaissance, un moyen d'accéder à l'absolu. Et c'est ce qui s'est passé déjà à l'époque de nos ancêtres lointains. Ils ont fini par comprendre qu'il était contradictoire de vouloir représenter l'infini dans une figure finie. C'est pas possible de représenter l'infini dans le fini. Et donc cette compréhension de cette impossibilité, de cette contradiction, la compréhension du fait qu'il était impossible de représenter l'infini dans une figure finie, elle nous a fait passer de l'art à la religion, comme nous allons le voir, Valérie, à présent, si vous en êtes d'accord. Et je le suis bien volontiers. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à l'aborder. Comment passe-t-on donc de l'art à la religion, sachant que l'art dont on parle n'est pas celui d'aujourd'hui, auquel on ne donne pas la même définition, qu'il n'y a pas de confusion. Totalement. Hein, donc comment fait-on passer comment passe-t-on de l'art à la religion? De l'art à la religion. Eh bien, je vais essayer d'expliquer. C'est relativement simple. Comme tous les philosophes allemands, j'ai une profonde connaissance de la Bible, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament. Et quelques-unes des pages, peut-être les plus réussies que j'ai écrites, ce sont des interprétations philosophiques, ou plutôt métaphysiques, devrais-je dire,
des grands textes bibliques et je vais vous donner 2 exemples de ces lectures, de ces interprétations, de ces traductions philosophiques des textes bibliques. Et vous allez voir que c'est très éclairant. Premier exemple que j'ai analysé dans mon œuvre, le fameux épisode de Moïse et du veau d'or dans l'Ancien Testament. Moïse rencontre Dieu sur le mont Sinaï. Il n'a pas vu Dieu. Les anciens Hébreux étaient suffisamment évolués pour comprendre que ce n'est pas possible de voir Dieu. Dieu étant l'infini ou l'absolu, on ne peut pas voir Dieu comme on verrait son voisin. Il n'a pas vu Dieu, mais il a été en présence de Dieu et Dieu lui a transmis ses commandements, autrement dit les impératifs que les hommes doivent respecter pour sortir de l'animalité, de la primitivité. Que se passe-t-il quand après ce dialogue avec Dieu, il redescend donc avec les tables de la loi sous le bras et il entre dans une terrible colère. Pourquoi? Parce qu'en redescendant du mont Sinaï, il découvre son peuple agenouillé devant une statue zoomorphe, un veau, on adore ce qu'on peut, un veau d'or. Donc il entre dans une colère folle. La légende dit qu'il brise même les tables de la loi de colère. Alors pour moi, ce passage est un passage allégorique qui traduit quelque chose d'essentiel dont je viens de parler il y a quelques instants, le moment où on passe de l'art à la religion. Les hommes ont compris, et c'est dit allégoriquement dans ce texte biblique, qu'il était définitivement impossible de se représenter l'infini dans une figure finie. Le Dieu avec qui nous devons communiquer, il est à l'intérieur de nous. Et on retrouve une sorte de remake, passez-moi l'expression, mais j'en trouve pas d'autre, de cet épisode hébraïque à l'époque de la réforme protestante. Que s'était-il passé? L'Église catholique avait d'une certaine manière régressé de la religion à l'art dans mon vocabulaire. Elle avait multiplié les statues, les ornements, elle avait créé un clergé tout-puissant, etc. Et à l'époque de la Réforme, un moment très important dans l'histoire européenne, je ne dis pas cela parce que j'ai été lié au protestantisme, je crois que beaucoup d'autres l'ont dit, en dehors même du protestantisme. À l'époque de la Réforme, Luther et puis Calvin ont proposé le chemin inverse de celui qui avait suivi la religion catholique. Le chemin qui reconduit de l'art à la religion. Autrement dit, l'idée est la suivante, Dieu ne doit pas être recherché dans de somptueux édifices, dans des tableaux magnifiques, dans des sculptures extraordinaires, mais uniquement par un dialogue intérieur entre le croyant et la divinité. Un dialogue sans intermédiaire, donc on renonce à avoir besoin d'un clergé, sans esthétique, sans médiation particulière entre le croyant et Dieu. Donc voilà comment j'ai analysé cet épisode de Moïse et du veau d'or. Il marque cette date historique extrêmement importante où les hommes se rendent compte qu'on ne peut pas représenter Dieu, on ne peut pas représenter l'infini, l'absolu dans une figure finie, et c'est là qu'on passe de l'art à la religion. On verra que cette seconde étape contient elle aussi une contradiction, sinon l'histoire serait terminée, tout en fleurs fruits. Donc on va retrouver une nouvelle contradiction, on en parlera dans quelques instants avec la religion. Second exemple biblique que j'utilise, cette fois je l'emprunte au Nouveau Testament. Les Grecs, on le sait, je le disais tout à l'heure, je le rappelais tout à l'heure, et vous le savez aussi bien que moi, avaient donné une forme humaine à leur Dieu. Mais il faut attendre le christianisme pour que Dieu vive la condition humaine dans sa totalité. Un Dieu qui vient au monde, un Dieu qui souffre, un Dieu qui meurt. Donc cette incarnation est évidemment un moment essentiel et qui fait l'originalité, je dirais, du christianisme. L'un de mes meilleurs disciples, vous avez deviné que ce n'est pas Karl Marx, l'un de mes meilleurs disciples s'appelle Ludwig Feuerbach. Et j'aurais regretté, malheureusement, j'avais quitté ce monde déjà. J'aurais regretté, si j'avais vécu plus longtemps, de ne pas avoir écrit moi-même le livre qu'il a écrit en 1841, L'essence du christianisme. C'est un livre qui a eu une influence prodigieuse
sur toute la seconde moitié du 19e siècle, qui a influencé Schopenhauer, Nietzsche, Freud à la fin du siècle. C'est un livre considérable, l'essence du christianisme. Donc, que dit Feuerbach? Il développe toutes les implications de ma philosophie de la religion. Qu'est-ce à dire? Cela signifie qu'avec le christianisme, l'humanité est entrée dans une nouvelle contradiction. Ça n'est plus la contradiction qui consiste à vouloir représenter l'infini dans une figure finie, c'est une nouvelle contradiction. Une contradiction entre le subjectif et l'universel. Et c'est pour surmonter cette contradiction que je vais essayer d'expliquer que la civilisation va passer de la religion à la philosophie. J'entends par philosophie, Valérie l'a dit, non pas la philosophie au sens strict, mais la philosophie au double sens de moment qui achève le processus de la connaissance et totalité de la connaissance. Donc voilà, ce second moment, il reste à envisager le troisième, ma chère Valérie. Pourriez-vous juste nous éclairer sur les termes subjectifs et universels, peut-être? Tout à fait, vous avez raison de me rappeler ça. C'est tout à fait important, mais on va y venir d'une certaine manière dans le point prochain. Mais je réponds quand même à votre préoccupation. Donc, à travers la religion, qu'est-ce qu'on demande? À travers ce qu'on peut lire dans la Bible avec le veau d'or ou à travers l'incarnation chrétienne. Ce qu'on peut lire, c'est qu'il importe dorénavant, non pas de représenter le divin, mais de se relier à lui, et de se relier à lui à partir de son intériorité. C'est ça qu'on peut appeler subjectivité. C'est mon âme, c'est ce qui est intérieur à moi, qui m'est propre, qui m'est particulier. C'est cette partie de moi-même unique et intérieure qui essaye de rejoindre le divin. Et pourquoi est-ce contradictoire? Parce que c'est ce qu'il y a de plus personnel en moi qui doit rejoindre ce qu'il y a de moins personnel, c'est-à-dire l'esprit, avec un grand E, la totalité et l'infini. Voilà pourquoi on va tomber dans une nouvelle contradiction, ma chère Valérie. Je pense que j'ai commencé à répondre à votre question de cette façon-là. C'est un bon début de réponse. En ce cas, très très grand angle, comment passe-t-on de la religion à la philosophie, à la science? Alors voilà, ça c'est difficile. Nous sommes impatients de savoir. Eh oui, mais c'est compliqué la question que vous me posez, et c'est ma faute si vous me posez cette question, parce que j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Alors, comment passe-t-on de la religion à la philosophie, c'est-à-dire à la science? C'est l'évolution la plus complexe à comprendre. Alors le plus simple pour aborder cette interrogation, c'est peut-être que je vous lise et que je commente rapidement un passage de ma phénoménologie de l'esprit. J'ai rencontré Philippe Granarolo en préparant cette soirée, et il m'a confié que quand il avait des classes terminales, il y a très très longtemps, au début de sa carrière, il commentait ce texte, mon texte, en tout début d'année, systématiquement, chaque année dans ses classes terminales. Et je lui en suis très reconnaissant. Alors voilà ce petit texte. Vous allez voir qu'il est tout à fait important et il nous éclaire sur le passage de la religion à la philosophie. Il paraît particulièrement nécessaire de faire de nouveau de la philosophie une affaire sérieuse. Pour toutes les sciences, les arts, les talents, les techniques, prévaut la conviction qu'on ne les possède pas sans se donner de la peine et sans faire l'effort de les apprendre et de les pratiquer. Or, de nos jours, domine le préjugé, selon lequel chacun sait immédiatement philosopher et apprécier la philosophie, puisqu'il possède l'unité de mesure nécessaire dans sa raison naturelle. Puisque le sens commun fait appel au sentiment, son oracle intérieur, il rend tout contact avec qui n'est pas de son avis. En d'autres termes, il foule aux pieds la racine de l'humanité, car la nature de l'humanité, c'est de tendre à l'accord mutuel. Ce qui est anti-humain, ce qui est seulement animal, c'est de s'enfermer dans le sentiment et de ne pouvoir se communiquer que par le sentiment. Les pensées vraies et la pénétration scientifique peuvent seulement se gagner par le travail du concept. Le concept seul peut produire l'universalité du savoir.
Alors il y a des termes un petit peu complexes, j'en suis conscient, dans ce petit texte. Je vais essayer de traduire en langage un petit peu plus simple. Quel est mon ennemi dans ce texte? Mon ennemi, c'est la philosophie romantique qui se développait au début du 19e siècle en Allemagne et dans toute l'Europe. Le romantisme, vous le savez, valorise le sentiment, la sensibilité. Rousseau a sans doute été mal compris sur ce plan. Il valorise le sentiment, l'intériorité, la croyance, l'émotion. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant celui qui fait appel au sentiment foule au pied la racine de l'humanité? La formule est un peu violente, mais je veux dire quelque chose de très simple en réalité. Si je me trouve en face de quelqu'un qui me dit « je sens Dieu sur cette agora, dans l'air que je respire, dans les arbres qui m'entourent », et que je lui réponds « eh bien moi, je vais parler un petit peu comme on parle dans le Midi, moi je sens que dalle ». Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le dialogue est terminé, on n'a plus rien à se dire. Quelqu'un me dit qu'il sent et moi je ne sens pas. Celui qui me dit qu'il sent ne peut pas m'expliquer ce qu'il sent, puisque c'est une expérience intérieure, personnelle, qu'il ne peut pas partager avec les autres. Et donc il foule au pied la racine de l'humanité. Quelqu'un qui dit « je sens », quelqu'un qui dit « je crois » et qui s'arrête à cette affirmation « moi je sens, moi je crois », refuse le dialogue. Le dialogue peut commencer à partir du moment où le croyant, puisqu'il s'agit ici de religion, sort de son sentiment, de son impression subjective, de ce qu'il ressent, pour essayer d'atteindre ce que j'appelle, dans un mot un petit peu compliqué, le concept, c'est-à-dire essaye de raisonner, essaye de dialoguer avec moi à partir de cet instrument que nous possédons tous les uns et les autres, parce que nous sommes capables de parole, nous sommes aussi dotés de raison. Le grand Aristote, que j'ai beaucoup lu et commenté, le dit, l'homme c'est l'animal qui possède la raison, le logos, c'est-à-dire à la fois la parole et la raison. Donc, celui qui ne franchit pas ce pas, celui qui refuse de sortir du sentiment, qui refuse d'accéder au dialogue rationnel, à l'échange d'arguments, à la construction donc philosophique qui demande du travail, effectivement, parce que c'est en même temps très commode et très paresseux, si j'ose dire, de se réfugier dans le sentiment. Moi, je sens, j'ai rien d'autre à te dire. Si tu sens pas, tant pis pour toi. C'est bien fait pour ta gueule. Donc, celui qui se réfugie dans ce sentiment foule au pied la racine de l'humanité. L'expression est un peu violente, mais elle n'est pas excessive. Donc, qu'est-ce qui nous fait passer de la religion à la philosophie? C'est que cet absolu, cet infini, vous avez compris qu'on est toujours dans la même quête. C'est ce côté un peu mécanique qu'on m'a reproché quelquefois, mais c'est pas moi qui suis mécanique, c'est la réalité qui se déploie mécaniquement, c'est-à-dire de façon dialectique. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a cherché l'absolu d'abord à travers des images, c'est l'art, puis à travers le sentiment du divin, c'est la religion, et puis maintenant, on cherche le même absolu. C'est-à-dire, l'une de mes grandes idées, c'est que l'art, la religion, la philosophie, d'une certaine manière, disent la même chose. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire quand même, comme idée. La même chose. L'art cherche Dieu. C'est Picasso, l'un de vos grands peintres, je crois, qui a dit « Les savants et les artistes cherchent la cachette de Dieu ». J'aurais serré la main à Picasso si je l'avais rencontré. L'art cherche Dieu, la religion cherche Dieu, la philosophie cherche Dieu, l'art cherche l'absolu, la religion cherche l'absolu, la philosophie cherche l'absolu. Et la philosophie, c'est la seule forme qui correspond, qui est adéquate à cet absolu que j'essaye de penser. L'art est contradictoire en voulant représenter l'infini, la religion est contradictoire en voulant me faire sentir l'infini. Seule la science et la philosophie ont une forme qui correspond au contenu qu'il s'agit de penser, qui est cet infini. Voilà, chère Valérie, comment on passe de la philosophie, de la religion à la philosophie. J'espère avoir éclairé un petit peu, en étant conscient de mes limites, ce point très difficile. C'est un peu mieux, je vous l'accorde. Merci, merci pour me rassurer. Vous allez peut-être vous dire qu'il y a une femme, mais non,
pour l'instant, on continue vers l'infini avec mes questions. Ça ne s'arrête Très bien, jamais. très bien. Alors n'en prenez pas ombrage. C'est hein. dialectique, c'est Voilà. dialectique. Je me fais le porte-parole de notre cher public et de moi-même d'ailleurs. Donc je recommence encore avec mes questions, même si votre éclairage avec les réponses, je veux dire, nous conviennent, mais il y a toujours une autre question qui vient. Donc pouvez-vous nous expliquer ce concept qui semble quelque peu mystique, l'esprit absolu? Alors, vous avez tout à fait raison. Ça peut sembler mystique. À ce moment-là, tous les reproches que je fais au romantisme me retomberaient dessus. C'est vous, Hegel, qui êtes mystique. Bon, vous n'arrêtez pas de parler d'infini, d'absolu, de Weltgeist. Bien. En fait, je l'ai expliqué dès le début de nos échanges, et j'y reviens, pardonnez-moi d'être un peu répétitif, mais c'est la clé de ma philosophie. Ma métaphysique, comme celle de Spinoza, qui m'a beaucoup inspiré, c'est un monisme. Alors un monisme, qu'est-ce que c'est ce grand mot? Ben, c'est pas très compliqué, il n'y a que deux grandes métaphysiques, il n'y en a pas 50 000. Hein. Il y a les métaphysiques dualistes, qui à la manière peut-être de Platon, mais concernant Platon, on n'en est pas tout à fait sûr, parce qu'on n'a que des dialogues, on ne sait pas finalement ce qu'était la vraie pensée de Platon. Mais contrairement à Descartes surtout, hein, qui est dualiste, les dualistes pensent qu'il y a deux réalités complètement distinctes, complètement hétérogènes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'âme et le corps, l'étendue et la pensée. Et puis vous avez quelques grandes philosophies qui s'opposent à ces philosophies dualistes, qui sont bien moins nombreuses, en Occident en tout cas, qui sont les philosophies monistes. C'était le cas des stoïciens dans l'Antiquité, c'est le cas de Spinoza au XVIIe siècle, et c'est mon propre cas. Le monisme, je reviens à ce que je disais au tout début du parcours, considère qu'il y a une seule dimension, une seule réalité, qui est l'esprit, l'esprit absolu, l'esprit du monde, l'infini. Certains ont dit, il y a des commentateurs qui ont dit que j'étais un Spinoza qui avait introduit dans la métaphysique de Spinoza la dimension de l'histoire. C'est pas tout à fait faux, c'est pas une mauvaise définition. Si un philosophe adopte un monisme, vous avez compris, je pense, de quoi il s'agit maintenant. Rigoureux. Qu'est-ce qu'il doit déduire de ce monisme? Une chose très simple. L'esprit tel que je le conçois, c'est l'infini. L'esprit, c'est l'absolu. L'esprit, c'est le tout. Ce qui signifie qu'il n'y a rien en dehors de l'esprit. L'esprit englobe tout. Et comme nous l'avons déjà signalé, rien ne lui est extérieur. D'où mes doubles génitifs, phénoménologie de l'esprit, qui fait sa phénoménologie. C'est l'esprit lui-même qui, au fur et à mesure de son avancée, commence à comprendre ce qu'il est, mais il a besoin pour ça de temps. Donc il n'y a pas, contrairement au dualisme, l'éternité d'un côté, le temporel de l'autre. Il n'y a pas une éternité en dehors du temporel. Il n'y a pas une éternité en dehors de l'historique. Et c'est vrai que ça a choqué peut-être, et ça choque encore les théologiens, que ceux qui sont très dualistes, les théologiens, puisque toutes les religions, en tout cas monothéistes, sont basées sur l'opposition du céleste et du terrestre, de l'au-delà et de l'ici-bas. Mais ce que j'affirme, c'est tout le contraire de cela. Effectivement, il n'y a pas un monde de l'éternité, et j'aurai quelqu'un, on en parlera peut-être avant la fin, très différent de moi, qui s'appelle Nietzsche, qui dira des choses assez proches finalement de moi sur ce plan-là. Donc l'éternité n'est pas en dehors du temporel, l'éternité c'est le mouvement même du temporel qui va vers son achèvement et vers sa perfection. Voilà comment, je pense, il faut accepter les idées monistes qui sont les miennes, que je n'impose pas, mais c'est ma métaphysique et je la partage. Alors une question peut-être plus dans notre plus actuelle, en tout cas qui nous touche peut-être un peu plus aujourd'hui. Comment faire accepter, entre autres, à vos lecteurs que la raison gouverne le monde, alors que l'histoire, de plus en plus, nous semble un chaos indescriptible et que son déroulement semble très irrationnel. Vous avez fait appel à une notion capitale, la ruse de la raison. De quoi s'agit-il exactement? Alors là, si vous pouvez vraiment nous éclairer, parce que nous sommes en pleine interrogation. Je vais tenter de le faire. Donc on passe de la religion à l'histoire, effectivement, pour suivre le parcours des leçons que j'ai explicitées en début de séance. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ma raison dans l'histoire? J'ai écrit la chose suivante. La seule idée qu'apporte la philosophie, c'est la simple idée de la raison. L'idée que la raison gouverne le monde et que par conséquent, l'histoire universelle, c'est elle aussi
dérouler rationnellement. Je suis, certains l'ont dit, un monstre de logique. C'est très difficile de me réfuter de l'extérieur. Peut-être parce que j'ai incarné un moment de l'esprit et que l'esprit n'a pas d'extérieur. Donc je n'ai aucun mérite. Qu'est-ce que je veux dire en disant, quand je dis la seule idée qu'apporte la philosophie, c'est l'idée de la raison, l'idée que la raison gouverne le monde. Ben, de deux choses l'une. Ou bien l'histoire est un chaos. Et alors il n'y a pas de philosophie de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la philosophie, sinon une tentative pour trouver du sens dans l'art, dans le monde, dans la religion et dans l'histoire. Donc si je conteste au départ l'idée que l'histoire est incompréhensible, il faut être un malade mental pour essayer d'en faire la philosophie. Il n'y a pas de philosophie de l'histoire du tout. Donc tout philosophe de l'histoire, s'il est cohérent, un minimum cohérent, un tant soit peu cohérent, est obligé de supposer qu'il y a de la raison dans l'histoire, que cette histoire, elle est compréhensible, et que ma raison est capable de comprendre la raison des temps historiques. C'est ma raison intérieure, on retrouve le double génitif. C'est la raison en moi qui comprend la raison dans le monde, et c'est la raison dans le monde qui produit la raison en moi. Alors je n'ignore rien du désordre apparent de l'histoire. C'est pourquoi j'ai aussi écrit, dans ma raison dans l'histoire, rien de grand ne s'est fait dans le monde sans passion. Je n'ignore pas cette dimension. Et c'est là que la dialectique, évidemment, vient à mon secours. Comment combiner ces deux affirmations? L'idée que la raison gouverne le monde et qu'il y a de la passion et de la folie dans le monde. Eh bien, je vais le faire en analysant deux exemples, rapidement. Le premier exemple, il a été analysé par un philosophe qui m'a vulgarisé en France dans les années 40-50, qui s'appelait Kojève. J'en reparlerai tout à l'heure, rapidement. C'est l'exemple de César franchissant le Rubicon. En quoi César franchissant le Rubicon, en quoi est-ce un événement historique? Ben, la réponse est très simple. Imaginez un instant que César se soit noyé en franchissant le Rubicon. Ce ne serait pas un événement historique. Personne n'aurait pu entendre parler de César. César n'aurait pas instauré le régime politique qu'il a instauré à Rome. Il n'aurait pas du tout fait changer en quoi que ce soit l'histoire de Rome et l'histoire de l'Empire romain. Bon, César franchissant le Rubicon, c'est un événement historique parce que César est porteur de quelque chose, de l'esprit, et il va faire avancer l'histoire de Rome, et en faisant avancer l'histoire de Rome, il va faire avancer l'histoire du monde. Voilà la réponse de Kojève qui m'a très bien commenté sur ce sujet. Deuxième exemple, on revient à quelque chose dont on a parlé au tout début, c'est Napoléon. Napoléon que j'ai vu à cheval. Napoléon et la Révolution française. Et là, vous allez comprendre ce qu'est la ruse de la raison. Que représente au fond Napoléon en France? D'une certaine manière, il représente la contre-révolution, puisqu'il ramène la France de l'état de république à un état de monarchie, et même de monarchie absolue, puisque l'Empire, c'est une hyper-monarchie. Donc, à l'échelle de la France, on va dire, Napoléon, c'est un ambitieux, en plus il est corse, et beaucoup qui n'aiment pas trop les Corses, mais faites attention quand vous parlez des Corses, et quand vous me parlez, parce que je me fâche rapidement. Donc, Napoléon est ambitieux, son rêve, son fantasme, c'est de mettre ses frères et sœurs sur les trônes d'Europe, et il y a magnifiquement réussi. Bien. Donc, c'est la passion qui l'anime, et il n'y a rien de rationnel dans ce que Napoléon essaye de faire en voulant mettre ses frères et sœurs sur les trônes d'Europe. Mais que s'est-il passé qui dépasse l'individu Napoléon? C'est que Napoléon, avec ses armées populaires, en prenant tous les enfants du peuple dans ses armées et en amenant ses armées aux quatre coins de l'Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il sème les principes de la Révolution française aux quatre coins de l'Europe. C'est-à-dire que les soldats napoléoniens, qui sont imprégnés des droits de l'homme et des principes de la Révolution française, vont faire avancer l'histoire européenne. Ils vont semer les principes de la Révolution française, qui aurait peut-être mis un siècle ou deux de plus à se disséminer en Europe. Donc vous voyez la ruse de la raison. La raison, l'esprit du monde, au fond, se sert, on peut employer cette formule un peu triviale, mais elle n'est pas fausse. C'est ça la ruse. La raison ruse. Comment elle ruse, la raison? Elle utilise les passions d'un individu, rien n'est rationnel dans la passion, elle utilise les passions de l'individu
pour faire en sorte que ces individus fassent tout autre chose. Alors, le miracle, si j'ose dire, c'est que Napoléon fait les deux choses à la fois. D'un côté, l'individu Napoléon assouvit ses passions et son ambition en mettant ses frères et sœurs sur les trônes d'Europe. Et d'un autre côté, Napoléon sème les principes de la Révolution française avec ses armées aux quatre coins de l'Europe. Et il va faire avancer l'histoire européenne comme elle n'aurait certainement pas avancé si Napoléon n'avait pas existé. Donc, vous voyez ce qu'est la ruse de la raison. Il y a du chaos, il y a de la passion, il y a de la folie dans l'histoire, mais finalement, cette folie produit du logique, produit de la spiritualité, produit du Weltgeist, de l'esprit du monde, et l'histoire avance ainsi de cette façon-là. Donc je n'ignore pas le chaos et la folie du monde, j'essaye de montrer que à travers cette folie et ce chaos, quelque chose avance qui est rationnel et qu'on va vers une conclusion. On en dira peut-être un mot dans un instant. Voilà Valérie pour cette ruse de la raison. Merci beaucoup. Alors le soleil se couche, mais pas nous, et si vous me le permettez, j'ai encore quelques questions. On va peut-être avancer parce que l'heure tourne. C'est intéressant. On va peut-être zapper la prochaine question. C'est comme vous le souhaitez. On va la zapper, sinon on va lasser notre cher public. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Donc, un siècle après vous, un autre géant de la philosophie, parce qu'il y en a eu d'autres, mon cher Hegel, a vu le jour. Il s'agit de Friedrich Nietzsche. Si bien qu'une sorte de course de vitesse semble se jouer entre vous et Nietzsche. Comment vivez-vous pendant cette course? Alors moi qui suis d'une certaine manière qui voyage dans le temps, comme tous mes homologues, c'est ce qui me permet d'être avec vous ce soir. Je considère effectivement Nietzsche comme mon grand rival au XIXe siècle, même si on ne s'est pas connu. Moi je suis au début du siècle et lui vers la fin de ce XIXe siècle. Mais j'ai l'impression que Nietzsche et moi, nous dominons le paysage aujourd'hui, très très nettement. Que s'est-il passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec les horreurs de la Shoah, avec les horreurs de cette violence et de cette barbarie? Que s'est-il passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et surtout, que s'est-il passé après la chute du mur de Berlin? Eh bien, l'espoir est né d'une période pacifique, d'un respect des droits de l'homme, d'un cheminement de l'humanité entière vers une société libérale, démocratique, respectueuse des libertés. Un grand vent d'espoir s'est levé sur la planète. Il se trouve qu'aux États-Unis, il faut rappeler ce moment pittoresque, si j'ose dire, un conseiller politique à la Maison-Blanche, qui s'appelait Francis Fukuyama, a un coup de bol extraordinaire, passez-moi cette expression. Quelques semaines à peine avant la chute du mur de Berlin, il écrit un petit article assez insignifiant dans une revue sponsorisée par la Maison-Blanche. Il commente un texte du français Kojève, dont je parlais tout à l'heure, un texte dans lequel Kojève annonce, en me commentant, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, cette histoire qui chemine vers la compréhension par soi de l'esprit, ira vers une transparence complète de l'esprit et vers une sorte d'achèvement. Il doit y avoir un jour quelque chose qui soit la fin de l'histoire. Fukuyama publie cet article. 3 semaines plus tard, le mur de Berlin dégringole. Tout le monde pense, parce que les Américains, vous savez, j'espère ne perdre de peine à personne en disant cela, sont quand même assez incultes. Donc les Américains qui connaissent rien à Hegel et rien à Kojève ont pris Fukuyama pour un prophète. Et Fukuyama, qui est américain, qui a un sens aigu du dollar, se dit « je ne vais pas en rester là. Je vais transformer mon petit article rikiki et un peu nullissime en un gros pavé. » Et il publie ce gros pavé que personne n'a lu, qui a été un best-seller mondial. La fin de l'histoire et le dernier homme. La fin de l'histoire et le dernier homme, c'est le plus grand succès de librairie en philosophie des 50 dernières années. Fukuyama développe dans cet article cette thématique que l'histoire va vers sa fin. Et ce livre est plein de contradictions, mais je n'ai pas le temps de développer ça. Et puis, quelques années plus tard, cette histoire qui était soi-disant finie, elle redémarre. Elle redémarre de façon tragique,
Elle redémarre le 11 septembre 2001 avec la chute des Twin Towers, et elle redémarre de telle façon que ce redémarrage pourrait donner raison à Nietzsche. Alors quand sera-t-il demain? Quand sera-t-il demain? Est-ce qu'on va vers une fin de l'histoire et vers un monde rationnel et qui se retrouvera au niveau d'un universel, ou est-ce qu'on va vers un chaos planétaire? Je n'ai pas la réponse à l'instant présent. Un dernier conseil? Alors un dernier conseil. Alors, et ensuite, nous donnerons la parole à notre public. Alors, mon très cher Engage, donc dernier conseil, si vous pouvez, bien sûr. Est-ce qu'il vaut mieux être un optimiste avec vous-même ou bien un pessimiste avec Nietzsche? C'est une magnifique question, Valérie. Ma philosophie d'histoire, elle est dominée par une foi, vous l'avez compris, en la logique de l'histoire du monde. Par la certitude que l'universel finira par s'incarner sur la planète, que les hommes vont se retrouver au niveau de quelque chose qui les rassemble. Je crois en la puissance de la raison, la puissance du dialogue, c'est ma conviction la plus profonde. Or, j'ai bien regardé ce qui se passe aujourd'hui autour de vous, dans ce monde du début du 21e siècle. Je m'aperçois que tout vous amène aujourd'hui à suspecter l'universel. Vous redécouvrez aujourd'hui les paradigmes culturels dans leurs différences, les oppositions irréductibles entre sociétés. La rationalité occidentale est suspectée. Elle est suspectée d'être non pas universelle, comme elle le croit, mais d'être un outil au service d'une civilisation qui a été colonialiste et qu'il faut combattre. C'est le fameux wokisme. Donc, vous êtes passés, vous les hommes du XXIe siècle, en quelques décennies, vous êtes passés du projet universaliste qui était le fruit des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes passés de ce projet universaliste au choc des civilisations, pour parler comme un autre Américain plus rigoureux que Fukuyama, qui s'appelle Samuel Huntington. Comment pouvons-nous cheminer vers une société mondiale s'il n'existe plus de symbolique universelle, s'il n'existe plus quelque chose qui nous rassemble par-delà les différences culturelles? Alors l'une de mes images pourrait peut-être, je le dis avec beaucoup de prudence, ouvrir un chemin dans cette période troublée que vous vivez, et je compatis avec votre désarroi. Cette image, c'est l'image de la course du soleil. Elle m'a peut-être un peu dépassé, cette image. Dans ma philosophie de l'histoire, je remarque que l'esprit du monde, Weltgeist, a voyagé comme la course apparente du soleil. La civilisation est née du côté de l'Inde et de la Chine, ce sont les premières grandes civilisations. Ensuite, elle s'est déplacée vers l'ouest, en Égypte, puis ensuite en Grèce, puis ensuite à Rome, puis ensuite en Europe, en France en particulier, au XVIIIe siècle, qui a été d'une certaine manière le phare de la planète. Et j'observais au début du XIXe siècle que la civilisation, le moteur de la civilisation, s'était peut-être déplacé, était en train de se déplacer en Amérique. Et j'étais l'un des premiers à dire cela. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'au moment où nous parlons, une boucle complète a été accomplie, un cercle parfait. Cette civilisation qui est née en Orient revient du côté de l'Orient. Ce moteur de la civilisation, cet esprit du monde, aujourd'hui, eh bien, il est peut-être du côté de l'Inde et de la Chine. Et l'histoire du monde va peut-être accomplir une seconde grande boucle. C'est l'espoir que je vous laisse en cette fin de séance. C'est une interrogation. Désolé de vous abandonner avec cette question. Je suis trop rationaliste pour aller au-delà des limites de ce que me permet ma raison. Merci de votre merveilleuse attention. C'est un bon retour.